Ok. Aujourd'hui, on va continuer. Enfin, là, j'ai fait un saut de un chapitre. J'ai passé le chapitre, non, de deux chapitres. J'ai pas fait le chapitre 6 et 7, mais je suis directement allé au chapitre 8 parce que voilà, j'ai plus trop le temps et il faudrait que je continue. Et au pire, je reviendrai sur ça après. Ce sera facile pour moi de faire ça en soirée parce que c'est des choses passionnantes. Là, on commence vers des choses, on va dire, qui sont, on va dire, classiques, normales, quoi, qui sont pas ouf, mais voilà. C'est moins, en tout cas, passionnant que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, en tout cas, selon moi. Mais c'est pas grave, ça reste toujours intéressant d'étudier toutes ces choses-là. Du coup, on reprend le principe où je lis le cours, je comprends et puis j'explique devant la caméra et à l'aide du tableau si nécessaire. C'est parti. C'est parti. Du coup, le chapitre 8, le spin. L'effet de Zeeman, anormal. Du coup, il y a un scientifique qui s'appelle Zeeman qui a fait une expérience. Je pense que c'est ce qu'on va voir maintenant. L'étude L'étude des atomes, des molécules et des noyaux nécessite l'introduction d'une nouvelle notion, le spin. Avant de définir le spin, nous allons présenter de façon schématique dans ce paragraphe et dans les suivants deux expériences importantes qui ne recevaient pas d'explication valable avant 1925. Ces expériences sont toutes deux basées sur la notation, non, la notion de moment magnétique associé au mouvement de l'électron. Ok. Pour rappel, comment dire, le, le moment magnétique, c'est quoi? Elle s'écrit comme ça. C'est M égale à quoi? Égale à le E, ça veut dire quoi encore? Je sais plus. Attendez. Je sais plus ce que ça veut dire, mais attendez. D'abord, je finis d'écrire deux fois la masse de l'électron fois le moment, le moment cinétique orbital. C'est bien ça? Oui, il y a juste un moins devant. Ok, là, je ne sais pas ce que c'est le E, mais on va peut-être le découvrir plus tard. Mais sinon, voilà. Ça, c'est la formule du moment magnétique. Enfin, elle est proportionnelle au moment cinétique. Pour rappel, c'est quoi le moment cinétique? C'est juste la quantité de mouvement liée à la rotation. Ça veut dire que c'est un vecteur, on va dire, qui va... en gros, c'est un vecteur qui est... C'est un axe, hein, autour duquel tourne une particule. Et l'axe là, c'est la direction de ce vecteur-là. En gros, c'est comme un moment de force en réalité, mais sauf que ça, c'est un moment. Tu vois, il y a la force pour les mouvements de translation et il y a le moment de force pour les mouvements de rotation. Ok. Tout comme il y a la force pour les mouvements de translation et le moment de force pour les mouvements de rotation, eh bien, on définit un, un vecteur qui s'appelle impulsion qui décrit, on va dire, qui quantifie, pas quantifié, mais qui nous donne une valeur, enfin, on l'appelle, en gros, la pulsion, c'est juste, ça va décrire le mouvement que tu fais en translation. C'est une quantité de mouvement, on va dire. C'est une grandeur qui est liée au mouvement de l'objet, mais en translation. Voilà. Si tu veux quantifier, si tu veux mettre une formule sur un mouvement, eh bien, c'est l'impulsion qui va te donner. C'est, on va dire, une représentation mathématique du mouvement. L'impulsion, c'est quoi? C'est la masse fois la vitesse. Du coup, la vitesse, c'est quand même, tu vois, c'est quand même lié au mouvement fois la masse. Enfin bref. Et du coup, le moment cinétique, c'est la même chose, hein, sauf que c'est pour les rotations. Genre, ça va décrire le mouvement de rotation. C'est vraiment, c'est un moment de force, mais de mouvement. Voilà. Le moment de force, c'est vraiment statique. Force, c'est statique aussi. Mais voilà, au moment où on bouge, eh bien, on a des vecteurs qui décrivent le mouvement qu'on fait. Si c'est une translation, si c'est une translation, eh bien, ce sera l'impulsion qui va, on va dire, nous donner la quantité de mouvement qu'on a. Et si c'est une rotation, on aura la quantité de mouvement de rotation qu'on aura. Ok. Et justement, ce moment cinétique orbital, enfin ce moment cinétique, c'est ça, le L, elle nous donne elle nous donne elle nous donne la quantité de mouvement qu'a la particule quand elle tourne. Tu vois. Et voilà. Et on voit que le moment magnétique est proportionnel à ça. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si tu as... D'abord, c'est quoi le moment magnétique? On rappelle, hein, dans le chapitre du magnétisme, on a le champ B, le champ magnétique qui tourne, voilà, il tourne autour de un courant. Ok.
ici, je vais le mettre I, ou bien J. Et donc, le moment magnétique, c'est quoi? C'est tout simplement un vecteur qui est lié au fait que le courant va tourner autour de... Comment dire? Euh, En gros, ici, tu auras un courant et tu auras le champ magnétique qui tourne autour. Ok. Le moment magnétique, c'est vraiment un vecteur qui est lié à cette rotation de champ magnétique. Si je ne me trompe pas, c'est ça, d'après mes souvenirs. Parce qu'en fait, en BA1, on a vu qu'il y avait le I qui est ici, le courant, enfin, ici, il y avait le courant, enfin, il y avait, je sais plus, non, en vrai, je sais plus. Mais je pense que c'est un truc lié à ça, mais je sais plus. Mais écoutez, on ne peut pas être parfait partout non plus. Je sais plus, mais bon, c'est pas grave. À tout moment, on va être éclairé. On dit que le L est le moment cinétique orbital de l'électron défini par, bien sûr, R croix P. En gros, c'est l'impulsion croix la direction. En gros, c'est un moment de force où la force n'est plus la force, mais l'impulsion. Bon, c'est un peu ça. Bon, je pense que ça tu savais, mais je vais quand même l'écrire. Le L, il est égal à quoi? Il est égal à la direction. Et puis après, je vais schématiser. Hein. Le R, c'est direction produit vectoriel avec l'impulsion. Ok. En gros, vu que on décrit une quantité de mouvement, de rotation, eh bien, on va d'abord faire la rotation. Ça, c'est, on va dire, un cercle autour duquel on tourne. On tourne dans le cercle. Ok. En fait, vu qu'on tourne dans le cercle, ça veut dire qu'on se déplace en translation aussi, mais en tournant. Ça va. Ça veut dire qu'ici, il y a l'impulsion qui décrit le mouvement de translation qu'on fait quand on tourne. Parce qu'on ne tourne pas sur nous-mêmes, on bouge en tournant. Ça veut dire qu'il y a quand même un mouvement de translation. Et donc, pour faire qu'en fait on tourne, il y a un vecteur qui est, qui est perpendiculaire à celui-là et qui tourne vers le centre, qui est la direction. Je ne sais pas si c'est vers là ou vers là, mais en tout cas, voilà. Quand tu fais le produit vectoriel avec ça et ça, tu obtiens, attendez, du coup, c'est pas comme ça, mais c'est peut-être comme ça, il me semble. Mais en tout cas, bref, quand tu fais le produit vectoriel comme ça, eh bien, tu obtiens un vecteur qui sort du plan, qui est en fait l'axe de rotation de ta particule. Si ici, tu définis une particule P, ok, eh bien, elle aura une position par rapport à l'origine ici, et une impulsion qui vous dit qu'elle va aller comme ça. Et bien, vu qu'elle tourne, eh ben, il y a un vecteur qui va décrire cette rotation. Et ce vecteur-là, dans le cas où on est statique, c'est le moment de force. Mais dans le cas où on bouge comme ça, eh bien, c'est le moment orbital. Ça, là, c'est le moment de force, mais qui bouge. Et ça représente quoi? La quantité de mouvement. C'est un peu comme ça que je peux l'expliquer. Et c'est pour ça que c'est R croix P, parce que ce grandeur-là, ce vecteur-là, c'est juste un axe de rotation. C'est un axe de rotation. Et la norme de cet axe de rotation, vu que cet axe de rotation, ce n'est pas qu'un axe pour la rotation autour duquel on peut tourner, c'est un axe autour duquel on a un mouvement, tu vois. Et le mouvement, c'est P croix R parce que enfin, voilà. C'est les grandeurs, ça a été défini comme ça. En tout cas, l'interprétation, c'est ça. C'est vraiment, c'est c'est juste le fait de tourner. Pour quantifier le mouvement que tu fais en tournant, eh bien, tu définis l'impulsion pour le mouvement de translation et le vecteur de direction, de distance voilà, pour le mouvement. Enfin, pour le fait que, en gros, il faut que quelqu'un. Non, je m'arrête là. Je ne sais pas, je ne pourrais pas aller plus loin. Je ne pourrais pas, à ce stade-ci, aller plus loin. Enfin bref, continuons. Lorsque le système où se trouve cette particule est plongé dans un champ magnétique, il apparaît une énergie potentielle d'interaction. Ok. Quel système? Ok. Où nous avons remplacé Q et M par la charge E. Ok. Et la masse de l'électron. Waouh, ça me dit pas trop quelque chose, ça, moi. 8A. Ok. Bon. J'ai l'impression qu'on va galérer dans ce chapitre. Je ne sais pas pourquoi. Il apparaît une énergie potentielle d'interaction que je vais noter W égale à moins
Ok, waouh. Il y a plein de choses hein, que. Bon, j'aurais peut-être dû préparer ce chapitre-là avant de faire la vidéo, mais bon, on va quand même le faire. Et du coup, on dit qu'il y a une énergie potentielle qui apparaît, ok, quand on met un champ. En gros, en fait, la question, ça, c'est quoi? Parce qu'on me dit que quand on le met face à un champ magnétique, en gros, quand on a un système, il y a ça qui est défini, enfin, il y a ça qui définit le système, genre, c'est une grandeur qui est associée au système, mais quand on plonge ce système dans un champ magnétique, eh bien, il y a une énergie potentielle qui apparaît. Et la formule de cette énergie potentielle, c'est moins ce moment cinétique, non, ce moment magnétique fois produit scalaire avec le champ magnétique. Ok. On va dire que le moment magnétique, il est là, le vecteur, et que le champ magnétique, il est là. Ok. Alors, l'énergie potentielle, enfin l'énergie potentielle qui apparaît sera obtenue en projetant ce vecteur sur ce vecteur, quoi. En faisant ce produit scalaire, eh bien, tu obtiens la valeur de l'énergie potentielle. C'est comme si, euh, c'est comme si, je ne sais pas comment interpréter cela plus que ce que je viens de faire. Bon. Bon, comme des fois, on n'est pas très fort hein, enfin bon, c'est pas, bon, je suis pas trop doué dans ça. Enfin, là, je galère un peu. Je vais pas vous cacher. Ok. Où B est le champ d'induction. La formule 8.3 est justifiée dans l'annexe, donc on s'en fiche, mais elle peut aussi être démontrée de façon générale à partir de l'hamiltonien classique d'un particule plongé dans un champ magnétique. Elle est valable dans un contexte quantique et en vertu de la règle de correspondance. Ça ne me dit pas trop grand-chose, ça. Si un atome de d'hydrogène, si un atome oh, si un atome d'hydrogène plongé dans un champ magnétique homogène, son hamiltonien est modifié par l'addition du terme. Ok. En gros, on me dit que dans le cas où, sûrement, ouais, je pense qu'on est dans un contexte où, attendez, je vais effacer ça. Je pense qu'on est dans un contexte où on a comme système une particule quelconque, hein, prenons l'hydrogène. Ok. L'hydrogène, c'est quoi? C'est un noyau et un électron. Non, un proton et un électron. Dans le cas où on plonge, enfin, ce système-là a, on va dire, un moment magnétique. C'est sûrement dû au fait que l'électron-là, il tourne autour du noyau, on va dire. Tu vois. En tout cas, dans l'électromagnétisme, on ne connaissait pas encore, on supposait encore que l'électron tournait autour du noyau. Et voilà. Du coup, sûrement que ce moment magnétique ici, il était dû au fait que l'électron tournait autour du proton. Et donc, il y avait un moment magnétique qui apparaissait. Le L, c'est la quantité de mouvement que faisait l'électron quand il tournait. Ok. Et attendez, ça, ici je mets quoi? Je le mets le M. Et le M, c'est simplement, c'est ça là, mais multiplié par cette constance-là, qui fait que ce soit un moment magnétique. Je ne sais pas trop aller plus loin. Genre, je ne sais pas trop éveillé quand on voyait ça l'année passée. En gros, quand tu plonges ce système-là dans un champ magnétique, ok, un champ magnétique enfin, un champ magnétique quoi, eh bien, si les deux vecteurs sont parallèles, eh bien, tu fais le produit entre le champ magnétique, sa norme, et le moment magnétique ici. Mais voilà. Dans le cas où le champ magnétique il est perpendiculaire, en gros, il va par là, eh bien, il n'y aura pas d'énergie. En gros, expérimentalement, ce qu'on a vu, c'est que quand on plonge le système, euh, bien sûr, le système, on sait où est dirigé son moment magnétique. Genre, tu vois, tu prends un atome, par exemple, on va dire que ça, c'est un atome, ok? Ok. Et là, non, ça, c'est un atome. Et ça, c'est son électron, ok? Imagine ça. Eh bien, son l'électron de base, il tourne autour du noyau. C'est comme ça on le voyait à l'époque, ok? Et vu qu'il tourne autour de ça, c'est comme si c'était une charge qui tournait. Et du coup, c'est comme si c'était un spire de courant qui était autour je sais pas quoi. En tout cas, voilà. C'est une charge qui tourne, et quand il y a une charge qui tourne, eh bien, il y a un champ magnétique qui l'entoure. Et en fait, on avait vu en BA1 que, quand tu as un spire de courant, on va dire, ok, I,
eh bien, non seulement il y a un champ magnétique qui tourne autour de, de cette ligne de super courant, mais en les sommant, ensemble, on obtient un champ magnétique qui sort de l'écran. En gros, si tu as un courant qui tourne comme ça, eh bien, tu as un champ magnétique qui sort comme ça. En additionnant la somme des champs magnétiques qui tournent autour de chaque endroit du spire, tu obtiens un grand geyser de champs magnétiques au milieu. Et c'est ça, quoi. Okay. Où je veux en venir? En gros, l'électron, il fait la même chose avec le proton. Le proton, il est là, et l'électron, lui, il tourne autour du proton. Et vu que l'électron, c'est une charge, eh bien, elle fait aussi le même effet. La charge, autour de la charge, il y aura quoi? C'est comme si c'était un courant qui... Enfin, dans la spire, il y avait juste un électron qui tournait dans la spire. C'est comme ça. Et du coup, il y a un champ magnétique qui apparaît aussi, ici. Et du coup, voilà. Et ce champ magnétique-là, waouh, là, je ne sais plus trop aller loin. De base, je voulais pas parler de ça pour dire que bah, elle a ça l'électron, mais je sais pas pourquoi je parle de ça. Waouh, c'est quand même bizarre, hein. Bon, bref, en tout cas, euh, quand tu mets, de manière expérimentale, quand tu mets, on va dire, l'atome là, d'hydrogène dans un champ magnétique, en considérant que l'atome tourne comme ça, eh bien, bah, il y aura une énergie qui va apparaître, on va dire, une énergie qui va apparaître, et l'énergie vaut ça, M fois B. Il faut que les deux vecteurs soient alignés, quoi. Ça, c'est pour décrire le mouvement que fait la particule autour du proton. Et ça, le B, c'est ce qui apparaît. Et du coup, il faut que les deux soient... voilà. Et l'électron, regardez. L'électron, vu qu'il tourne autour du noyau, eh bien, son moment cinétique, c'est tout simplement un vecteur, l'axe de rotation de l'électron, quoi. Et là, tu vois que l'axe de rotation de l'électron est aligné avec le champ magnétique qui est ici. Le champ magnétique, soit il apparaît à cause du fait que l'électron tourne autour du noyau, soit on l'a mis comme ça, on l'a posé comme ça dans l'expérience pour que bah, voilà, on observe des choses. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une énergie qui apparaît, qui est un grandeur scalaire, une énergie qui apparaît, et cette énergie-là, bah, on définit comme ça fois ça. Parce qu'en fait, au plus le champ magnétique il est dévié de l'axe de rotation, au plus ça diminue, quoi, ou bien ça augmente. Et sûrement, on a conclu que bah, il faut que ce soit un produit scalaire, il faut que les deux soient alignés pour que l'énergie soit maximale. Ok. Et donc, ce que je vais revenir, dans le cas où on plonge dans le cas où on plonge un hydrogène dans un champ magnétique, eh bien, son Hamiltonien, il change. Hamiltonien, c'est juste une grandeur qui est la somme de toute l'énergie de la particule. En gros, l'hamiltonien de l'hydrogène, c'est quoi? Bah, ce sera l'hamiltonien de base de l'hydrogène, plus le nouveau hamiltonien. En gros, ça c'est le modifié. C'est le base plus le nouveau énergie, quoi. Attends. Attendez. Je répète. En gros, l'hamiltonien total, maintenant, ce sera l'hamiltonien de base de l'électron plus bah, la nouvelle énergie qui est apparue. Je rappelle que l'hamiltonien, c'est la somme des énergies. Du coup, le H ici contient quoi? L'énergie cinétique de l'hydrogène plus son énergie potentielle. Et ici, on dit que on observe une nouvelle forme d'énergie une nouvelle énergie potentielle qui apparaît à cause du fait qu'il y a un champ magnétique. Et donc, on ajoute ce nouveau terme ici. Du coup, cette énergie-là, il faut quoi? Quand on fait ça fois ça, dans le cas où, dans le cas où ces deux-là sont alignés, eh bien, on a quoi? On a, du coup, on aura un moins et moins, ça fait plus, E sur 2 fois la masse de l'électron fois le B fois le L. Je sais pas si je pense que c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Sauf que ici, on prend suivant une direction LZ, hein, je pense. Je vais voir un peu pourquoi c'est LZ. Ok. Nous avons choisi, ok. Nous avons choisi l'axe Z dans la direction du champ d'adduction B1Z. Les fonctions propres de l'atome d'hydrogène restent fonctions propres exactes du nouvel hamiltonien grâce à 6,20 et les énergies deviennent ok. En gros, ce qu'on dit, c'est que, oui, ça. Enfin, non, non.
Voilà. L'hamiltonien, ici, c'est un grandeur qui regroupe toute l'énergie de la particule. Mais quand on veut appliquer l'hamiltonien à la fonction d'onde, qui lui décrit bien sûr la particule et nous donne ce qu'on a besoin de lui, sur lui, quand on l'applique, eh bien en gros, ok. Ici, vu que c'est des vecteurs, on va dire, on prend leur composante z seulement. On va pas prendre toutes leurs composantes, on va juste seulement prendre leur composante z. Donc ici, on écrit l'hamiltonien, mais suivant l'axe z, on va dire. Et du coup, on travaille seulement avec la composante z. Pourquoi? On a vu dans le chapitre 6, bon, on l'a pas vu malheureusement, mais voilà. Dans le chapitre 6, ce vecteur-là, on va dire, dans le cas où on connaît... Attendez. Je ne vais pas aller là-dedans parce qu'on n'a pas vu ça encore. Sûrement, ça ne te dit rien, mais en tout cas, on va travailler dans le Z pour les deux. Ok. Et du coup, dans le cas, les fonctions propres de ça, on dit que ce sera la même que celui de... Il me semble que ce sera celui de... Nous avons choisi l'axe Z dans la direction du champ d'induction D. Les fonctions propres de l'atome d'hydrogène restent fonctions propres exactes du nouvel hamiltonien. Ok. Et les énergies deviennent... Ça je n'ai pas compris. Les fonctions propres exactes du nouvel hamiltonien. Ok. Bon, on est en train de dire que le fait qu'on ajoute ce terme-là ne change pas les fonctions propres qu'avait cet opérateur-là avant, quoi. Avant, on avait seulement le H qui était T plus V, mais qui est un opérateur sur quand on l'applique à la fonction d'onde. Maintenant, on a dit que bien qu'on ajoute ce terme-là, eh bien, ça ne change pas les fonctions propres de l'hamiltonien. Et comme je t'ai dit, hein, l'hamiltonien, en physique quantique, c'est vu comme un opérateur, et tout opérateur a des fonctions propres et des valeurs propres. Donc ici, on considère que les opérateurs, hermétiques, des opérateurs qui ont comme valeur propre des réels. Et voilà. Et du coup, comme je l'ai dit, hein, pour extraire des informations sur la fonction d'onde, il faut appliquer le bon opérateur. L'hamiltonien, il est vu comme un opérateur. On a réussi à lui associer une opération à faire sur la fonction d'onde pour pouvoir avoir son énergie. Et du coup, voilà. Et justement, cette valeur propre la valeur propre de cet opérateur hermétique, c'est quoi? C'est l'énergie, hein, en réalité. Et c'est quoi? Elle vaut quoi l'énergie? Ici, elle vaudra... De base, on avait des énergies quantifiées qui dépendent de n, rappelez-vous, des niveaux d'énergie. Mais maintenant, on aura le même niveau d'énergie, mais il y aura un autre paramètre qui va... je sais pas. Ok. 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 Alors cela, on va rajouter quoi? On va rajouter, en gros, de base, l'énergie d'atome d'hydrogène, c'était quoi? C'était moins 1 sur n carré Rydberg, il me semble. Moins 1 sur n carré Rydberg. Ok? Rydberg. Et là, à cela, vu que maintenant, il y a ce nouveau terme qui s'ajoute, on va ajouter l'énergie qui est là, quoi. L'énergie due au champ magnétique, mu B fois BM. La vérité, hein, là, juste, je lis et j'écris ce que je comprends approximativement, mais là, je ne maîtrise pas le cours encore. Là, je suis en train de découvrir et apprendre en même temps que vous. En même temps, c'est quand même le but de cette vidéo-là où j'ai lu mon cours et j'explique, c'est que des fois, je ne comprends pas tout et j'essaie de quand même comprendre en même temps que vous. Du coup, voilà. Avant, on avait ça. Du coup, avant, on avait seulement ce H comme hamiltonien et ça comme énergie, comme valeur propre pour l'opérateur. Maintenant, vu qu'il y a ce nouveau terme qui s'ajoute, on obtient un nouveau terme pour l'énergie. Le M ici, je pense que c'est tout comme le N. Il faut lui donner des valeurs pour qu'on ait l'énergie. En gros, l'énergie, on aura une valeur d'énergie que quand on aura donné une valeur de N et de M
à cette expression-là. Ouais, je pense que c'est ça. Euh, c'est tout, hein. Continuons. Ah, ok. Le M, enfin, encore une fois, on n'a pas vu le chapitre 6, mais je pense que ça vient de là. Le M que tu vois ici en indice, c'est le moment magnétique. Le N, c'est le nombre quantique principal. Et le M, c'est le nombre quantique magnétique, je pense. Oui. Euh, Regardez, je lis encore, hein. Ok, B différent de 0, 2 plus 1. Wow. On dit où M est le nombre quantique magnétique et mu B est le magnéton de bord. Ok, ok, ok. Deux choses à noter au tableau. Comme je l'ai dit, hein, je découvre en même temps que vous, mais du coup, je pense que juste parcourir seulement le chapitre, mais peut-être je reviendrai là-dessus pour mieux approfondir. Ça, je peux enlever. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ok. Le mu B, là, le mu B, il vaut quoi? C'est une constante. C'est le magnéton de bord. Je pense que c'est une constante expérimentale. Ou je sais pas. Je sais pas, en fait. Elle vaut E fois H sur 2M. Ça me dit quelque chose. E fois H bar sur 2M. Ça ressemble à E sur 2M. C'est quoi? E sur 2M, il y a ça. Et le L, H. Ah, ok. En gros, ici, et comme je l'ai dit, hein, euh, ça, c'est un opérateur. Les valeurs propres de ce H-là, c'est ça. Et les valeurs propres de cette partie-là, ok, où il y a LZ, eh bien, c'est ça. Pourquoi? Parce que déjà, de 1, les valeurs propres de LZ, c'est quoi? C'est H bar, je pense. C'est H bar. Oui, c'est H bar, les valeurs propres de LZ. LZ sur phi de R, je ne sais pas quels sont ses composants. C'est quoi? C'est H bar fois phi de R. Dans le chapitre 6, il me semble que c'était ça. Et à cela s'ajoute ce terme-là, qui vient de quoi? Qui vient de... Ah, ok. En gros, regardez. Seul le LZ est un opérateur, mais tout le reste ici sont des constantes. Donc, quand tu appliques LZ et tu as H, ok, mais si tu fais fois E sur 2M, E, des deux côtés ici, E sur 2M, E, eh bien, tu obtiens ça, comme valeur propre. En gros, quand tu appliques une constante sur une fonction, tu obtiens la fonction fois une constante. C'est aussi des fois. Voilà. Mais voilà, vu qu'ici il y a LZ, on ajoute le H qui est la valeur propre. Si tu veux, le seul opérateur ici qu'il y a dans ce Hamiltonien-là, c'est le LZ. Le BZ, tout ça, c'est des constantes. Okay, le LZ, c'est ce seul opérateur qui peut agir sur la fonction d'onde. Et quand il agit sur la fonction d'onde, tout comme lui, quand il agit sur la fonction d'onde, il le multiplie par H bar. Okay, et vu qu'il reste ces constantes-là, on les met ici. Et le B ici, il est là, en fait. Le B, il est là. On l'a pas mis dans le mu B, on l'a mis dehors. Et c'est tout, je pense. Ok, c'est bon. En gros, ça, c'est la valeur propre, quoi, de cette partie-là. Ok, ok. Continue. Et oui, deuxième chose, ça c'est la première chose, mais deuxième chose, c'est que le M, c'est un nombre quantique. Enfin, comme nombre quantique, il y a le N, le L, le M. Ok. Le N, c'est le nombre principal. Il nous donne la taille de l'orbital, où se trouve l'atome. C'est sa taille de l'orbital où se trouve soit l'atome, soit l'électron. En tout cas, la particule qu'on étudie, quand on a le N là correspond à la taille du lieu qu'on étudie. C'est comme si tu avais une maison. On peut avoir une maison en carré, non, en cube, ok. Elle peut être grande ou petite, tu vois. Le N te dit la taille. Et la maison, c'est quoi? C'est le lieu où peut être l'électron ou la particule qu'on étudie.
de la maison, il peut être là, 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 là. Et chaque lieu de l'espace qu'il y a dans la maison, chacun a une probabilité chacun a enfin, dans chaque lieu, on a une certaine probabilité d'avoir l'électron en un lieu donné. Mais c'est vraiment partout, il y a vraiment une probabilité pour chaque endroit du lieu, il y a une probabilité d'avoir l'électron. Et la maison dans laquelle il y a cette probabilité, enfin, il y a ces points qui ont une probabilité qu'il y a l'électron, eh ben, le lieu où ça se trouve, eh bien, c'est ça l'orbital. C'est un lieu où on peut trouver l'électron, bah, où on peut trouver les différentes probabilités d'avoir l'électron selon les points considérés, quoi. On va dire que si tu as une maison ici, ok, eh bien, l'électron ne sera jamais ici, jamais ici, jamais ici, jamais ici, que ici, tu vois. C'est le lieu où peut être ton électron, mais le N, en gros, le lieu où peut être ton électron, c'est, comment dire, bah, le lieu où peut être ton électron, c'est de 1, c'est la fonction d'onde qui te donne, c'est la fonction d'onde qui te le donne, ok. Et comment il te le donne? Je ne sais plus comment il te le donne, j'ai oublié. Mais en tout cas, la taille du lieu, ok, la taille, elle peut être petite, le lieu, elle peut être grande, le lieu. La taille du lieu, eh bien, c'est le L qui te le donne. Le L, lui, va te donner la forme du lieu. On peut avoir une maison carrée, une maison, ça c'est pas carré, hein, c'est cube, on va dire. C'est en 3D. Là, non, en 3D. Du coup, c'est une maison, on va dire, qui est en cube, on va dire. En, une brique, quoi. On peut avoir une maison en sphère, ok. En sphère correspond à L égale à 0 et à N égale à... Enfin, non, non. Seulement L égale à 0. Le N, comme j'ai dit, c'est sa taille. Le L, il va fixer la forme du lieu et le N va fixer la taille. C'est-à-dire qu'on peut avoir un sphère comme ça, un grand sphère, un gigasphère, tu vois, selon le N qu'on a. Mais le L, il fixe la taille. Non, oui, non, la forme. Il y a un L qui dit que le L, quand il vaut 1, eh bien, la forme du lieu, c'est quoi? C'est ça, je pense. Voilà. Quand il vaut 1. Et le N, lui, il donne juste la taille, grand ou petit. Et aussi, grâce à N, on peut savoir les différentes configurations possibles qu'il y a pour ça. On peut voir ça comme ça, ou bien retourner, ou bien, tu vois, dans un degré, ou d'autres, tu vois, dans différentes configurations, mais en tout cas, la maison, elle a cette forme-là, et cette taille-là. Sauf que selon le L, quand il vaut 1, ça veut dire qu'il peut valoir, enfin, le L est compris entre moins N et N. Ça veut dire que si le N, il vaut 1, moins 1, 0, 1 seront les valeurs de... Ah non, non. Je pense que là, je vais trop loin. Bref, c'est pas grave. En tout cas, retenez juste que bah, voilà, le N, il fixe sa taille et le L fixe la forme. Après, tout ce qui est enfin, tout ce qui est les valeurs où se trouve le L, ça, on verra peut-être ça après, mais pas maintenant, sinon je ne serai pas à l'aise à l'expliquer maintenant. Voilà. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que le M ici, maintenant, vu qu'on a vu que c'est quoi le N, le L, ça c'est le nombre, ça, c'est le nombre quantique azimutal, il me semble. Le M, c'est le nombre quantique magnétique. Elle donne les différentes valeurs du spin possible, je pense, il me semble. En tout cas, elle peut valoir, la valeur de M est entre moins L et L. Si L vaut 0, le M, il vaut 0. Okay. Si L vaut 1, le M peut valoir moins 1, 0, 1. Soit. Si L vaut 2, le M peut valoir moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Si le L il vaut 3, eh bien le M peut valoir moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, etc. Donc les valeurs de M possibles, attention c'est possible, hein, ça veut dire qu'on les aura. Les valeurs de M possibles, eh bien, ils sont compris entre moins L et L. Ok. Ça, c'est un peu les règles, et je pense que ça joue un peu maintenant. Bon, au lieu de faire... vraiment, ce chapitre, au lieu de parler de le chapitre, je parle du chapitre 6 maintenant. Tout ça a été vu au chapitre 6, mais malheureusement, je n'ai pas tourné la vidéo parce que j'ai plus trop le temps, et voilà, je préfère quand même avancer. On continue. Ah oui, la valeur du... En fait, pour cette valeur-là, une fois que tu connais la formule, hein, tu remplaces le E par 1,9
fois, non, 1,6 fois 10 exposant moins 19, il me semble que c'est la charge de 1 électron. Oui, c'est la charge de 1 électron, ou en tout cas, enfin, oui, c'est la charge de 1 électron. Du coup, c'est moins 1,6, voilà, t'as compris. Même pas, c'est même pas moins, c'est plus, je sais pas. Ok, la charge d'un électron, c'est moins E, et la charge d'un proton, c'est E. Bon, ici, on me tient juste le E positif, parce qu'il y avait un moins ici, et avec le... C'est pas grave, c'est pas grave. Bref, en tout cas, c'est le E, la valeur, c'est 1,6. 1,6. Ah oui, 1,6 fois 10 exposant moins 19. Le H, on le connaît, H bar, on connaît, c'est H sur 2pi, et H, c'est 6,63 environ. Et, bah, du coup, tu le divises par 2pi, tu obtiens le H bar. Mais si tu veux la valeur complète, c'est 6,62, 60, 70, 60, c'est 72 fois 10 exposant moins 34. Ah oui, j'ai oublié le 10 exposant moins 34, mais c'est important. Et le ME, bah, la masse de l'électron, c'est 9,11 fois 10 exposant moins 31 kg. Et le 2, c'est un 2. Voilà. Avec ça, tu obtiens la valeur, et ça, la valeur, c'est énergie sur tel vent. Non, Tesla, pardon. Et ça vaut 5,79 fois 10 exposant moins 5 électronvolts par Tesla. Je ne vais pas écrire parce que je ne vois pas trop l'utilité. Mais voilà. En gros, voilà. Juste en connaissant les valeurs des constantes, tu sais trouver la valeur du mu-p. Et si je croise dans un exo, bah, je le tiens pour ne plus avoir à faire ça, mais bon, pour l'instant, je ne mets pas. L'énergie dépend à présent du nombre quantique magnétique, ce qui n'est pas étonnant, puisque le système. Puisque. Attendez, je reviens. Me revoici. Ok. Du coup, voilà. L'énergie dépend à présent du nombre quantique magnétique, le M qui est ici. Ce qui n'est pas étonnant, puisque la symétrie sphérique du potentiel est transformée en symétrie cylindrique. Encore une fois, notion du chapitre 6. Bon, peut-être qu'il aurait fallu que je vois d'abord le chapitre 6 pour pouvoir... enfin, voilà. Parce que là maintenant, bah, voilà, je dois toujours faire des rappels. Ok, en gros, dans le chapitre 6, pour résoudre l'équation de Schrödinger à 3 dimensions, on a dû faire une hypothèse simplificatrice. Une hypothèse qui dit que le potentiel là qu'on va utiliser pour résoudre l'équation de Schrödinger, elle est centrale. C'est-à-dire que le potentiel en 3D, elle dépend que de la distance par rapport au centre, par rapport à la particule, là où on calcule. En gros, c'est un potentiel radial, tout comme pour le champ électrique. C'est un potentiel radial. Elle ne dépend pas de la rotation que tu peux faire, elle dépend de la distance que tu es par rapport à la particule. Et donc voilà, avec ça là, on peut faire plein de simplifications, comme on s'est ramené à une équation facilement résolvable en séparant les variables. On a une solution de variables séparables, une solution purement radiale et une solution purement... Vous savez quoi, je vais peut-être l'écrire. Bon, au final, je me retrouve à faire ça au final, que plutôt parler de ça. Comme je l'ai dit, hein, la passion commence à décroître de manière exponentielle après le chapitre 6. Au plus on avance, au moins je serai à l'aise et au moins je comprendrai les choses, je pense. Mais il faudrait parce que sinon je ne pourrais pas faire l'examen. Non. Mais bon. Mais voilà. En gros, dans le chapitre 6, si je vais aller vite, l'équation de Schrödinger à 3 dimensions était la suivante. C'était moins h bar toujours, carré sur 2m. Sauf que là, attendez. Ce ne sera pas la dérivée seconde, mais ce sera le Laplacien de la fonction d'onde qui dépend de le rayon, l'angle et les deux angles de rotation. Là, on travaille en coordonnées sphériques. Parce qu'en fait, on a vu que, vu que le potentiel était central, enfin, on suppose que le potentiel est central, on va dire. Dans ce cas-ci, on peut se ramener à un problème qu'on peut résoudre dans la sphère. Tu vois, un problème sphérique. En fait, le fait que le potentiel, on va dire, dépend que de la distance par rapport à là où on est. En gros, si tu es ici, on va dire,
auras la même force ici, ici, ici. Tu subiras la même force sur cette zone-là. Idem ici. En gros, les forces sont réparties de manière homogène. Enfin, tu vois, comme ça. Et le potentiel dépend que de la distance par rapport à là où tu es, pas de la rotation. Tu as beau faire si tu es ici, tu as beau faire un tour complet, tu vas toujours subir la même force. Ok. Force potentielle, c'est lié, parce que l'un, c'est la dérivée de l'autre, et l'autre, c'est la somme de l'autre. Mais voilà. Et du coup, on suppose que le potentiel a cette forme-là. En gros, elle varie que suivant une direction, et pas suivant les angles de rotation. Et donc, on peut travailler en coordonnées sphériques. Et donc, les coordonnées au lieu d'avoir x, y, z comme coordonnées, on travaillera avec r, θ, phi. OK. Et du coup, ben, on va dériver cette fonction d'onde qui dépend de ça. Et plus, justement, le potentiel qui dépend seulement de la distance r, fois cette même fonction d'onde r, θ, phi, égale à quoi? À l'énergie du système fois la fonction d'onde r, θ, phi. Okay. Ça, c'est l'équation de Schrödinger à 3 dimensions. Là, on n'a plus une dérivée suivant une direction, mais on a un opérateur qui dérive sur toutes les directions, x, y, z. C'est ce qu'elle fait, mais elle dérive ça au carré parce que de base, ce terme-là est dérivé au carré. Donc, elle le fait dans les 3 directions. De base, c'était le gradient, mais vu que maintenant, en fait, vu que, non, si c'était dérivé une fois, c'est le gradient, mais dérivé 2 fois, ça revient à prendre le Laplacien. OK. Et voilà, c'est tout. Et en fait, on a postulé que la solution de cette équation, de cette équation différentielle était de la forme r, θ, phi, était de la forme une fonction radiale qui dépend que de r, ok, et qui dépend bien sûr du paramètre n et l, fois une fonction qu'on appelle la fonction harmonique. Non, l'harmonique sphérique. C'est une fonction qui dépend de m et de l et... Non, il dépend de θ, non, excusez-moi. Il dépend de θ et de phi, en gros les deux rotations possibles que tu peux faire, ok. Et aussi, il nous donne les paramètres L et M. Et lui, il nous donne les paramètres N et L. Et du coup, voilà. On a postulé que la solution de cette équation-là avait cette forme-là. Et ça a marché. Du coup, maintenant, on sait que nos solutions auront cette forme-là et cette forme-là. Maintenant, plus qu'à trouver, bah, c'est quoi l'expression de ça et l'expression de ça. Ils ont une expression très lourde, en fait. C'est vraiment très lourd. C'est vraiment... Mais croyez-moi, quand on va vouloir mettre la norme carrée de ça, eh bien, beaucoup de choses vont partir et on aura un résultat analytique très facile. Juste ici, de manière, voilà, comme ça, c'est très, très, très difficile. La forme est très, 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 très long et pas beau à voir, mais voilà. En tout cas, voilà. Attends, où je veux en venir? En gros, ça, là, ça nous donne des informations sur le système, mais seulement sur la distance par rapport à de là à là. Et en gros, ça nous donne à quel point la fonction d'onde augmente ou diminue en allant vers là, ou bien en venant vers là. Fonction d'onde qui nous donne la probabilité d'avoir la particule ici. Du coup, en gros, on connaît la probabilité d'être vers là ou vers là, juste suivant les directions. Et elle fait la même chose, sauf que c'est pour les rotations. En tournant, comment change la probabilité d'avoir l'électron? En tournant comme ça ou comme ça, tu vois. Du coup, selon si on s'éloigne, ou on se rapproche, ou bien on tourne, ou bien on fait les deux en même temps, eh bien, les probabilités vont changer et on obtiendra la probabilité qu'en prenant la norme, prenant la norme au carré de tout ça et en l'intégrant sur le domaine dans lequel on veut connaître la probabilité. Et ce qui est bien, c'est que le M, N, L nous donne des informations sur le lieu à intégrer. Comme je l'ai dit, hein, pour connaître la probabilité de présence de la particule qu'on étudie, eh bien, on intègre ça sur un domaine. Et le domaine, si je ne me trompe pas, en tout cas, le NLM nous donne quoi? Des renseignements sur le lieu où se trouve l'électron. Et du coup, bah, sûrement, on va intégrer la norme au carré dans ce domaine-là.
Je ne sais pas si c'est le même, enfin, ça sera logique, tu vois. Mais voilà, c'est sûrement dans ce domaine-là qu'on va intégrer tout ça. Ou bien on va intégrer dans, voilà. En tout cas, bref, eux, ils nous donnent la forme de l'orbite où peut se trouver l'électron. Ça, c'est sûr. Le N, L et M. Et le R et le Y nous donnent juste la distribution de la position de la particule suivant la distance suivant les directions, enfin, suivant la distance par rapport à là où on est et la rotation qu'on peut faire, comment ça évolue, la probabilité. C'est un peu ça qu'on a vu dans le chapitre 3. Bien sûr, on est passé par pas mal de choses, mais une chose qui est sûre, c'est qu'on a conclu que cet opérateur-là, le L carré, avait, quand tu le... Elle avait pour valeur propre L fois L plus 1, plus fois H, il me semble. OK, fois H, oui, parce que L... Non, H carré, parce qu'en fait, L a la dimension d'une action. Et du coup, comme valeur propre à grandeur, on lui donne H. OK. Et du coup, bah, vu que c'est L au carré, c'est H au carré. LZ, lui, c'est simple, hein, ce sera M. Non, LZ aura pour valeur propre M fois, il me semble, fois H. OK. M fois H. Ça va valeur propre. Et une valeur propre, c'est quoi? C'est juste, en fait, c'est la quantité de... En gros, un opérateur. Il faut savoir qu'un opérateur, c'est quelque chose qui va extraire une information sur la fonction d'onde. Et la meilleure manière d'extraire l'information sur la fonction d'onde, c'est d'appliquer l'opérateur sur la fonction d'onde. C'est comme quand tu donnes c'est comme, il faut voir il faut voir un opérateur comme une fonction. Et l'entrée de la fonction, c'est la fonction d'onde. En gros, tu prends LZ, tu appliques à la fonction d'onde, ok. En gros, tu lui donnes un argument, et le LZ ici te donne quoi en retour? Une valeur propre, et il te redonne ta fonction. En gros, son seul rôle, c'est de faire quoi? C'est de extraire une information scalaire de ton fonction d'onde. La fonction d'onde est mystérieuse. On ne sait pas ce qu'elle a. Ok. On connaît son expression, mais elle a beaucoup de choses dedans. Pour pouvoir extraire la bonne information, il faut lui appliquer le bon opérateur. Quand on applique le LZ, on obtient comme valeur propre le M et le H bar. Okay. Et le M, comme je l'ai dit, hein, on a vu dans le cours qu'il donnait quoi, le M? Il donnait les différents... Il nous aidait à trouver les spins que pouvait avoir la particule. Mais après, je ne sais plus trop ce que ça signifie réellement. En tout cas, le spin, c'est enfin, sa capacité une particule d'être aimantée. Genre, le spin, enfin, l'électron, il peut créer une aimantation déjà en tournant. En fait, le spin, même si ce n'est pas une vraie rotation, eh bien, elle permet quand même de créer une aimantation, un champ magnétique, on va dire. Et du coup, bah, c'est quand même utile de savoir le M. Ça sert à dire à quel point l'électron ou bien la particule est aimantable ou pas. Soit aimantable, soit il peut aimanter, je ne sais plus. En tout cas, c'est lié à l'aimantation. Et c'est ça qu'elle nous donne. Le N nous donne la taille du lieu où on peut trouver la particule. Le L nous donne la forme du lieu où on peut trouver la particule dans l'espace. Et le M nous donne, le M nous donne dans un premier temps les spins possibles. Et les spins là, ça nous dit à quel point la particule est aimantée ou pas. Si je ne me trompe pas, c'est vraiment ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a vu d'autre dans ce chapitre? C'est qu'on a vu que, justement, le M ici peut prendre des valeurs entre... Regardez. Je ne sais pas si c'est utile de dire ça. Le N, c'est un entier. Il peut être égal à 0. Bon, je pense qu'on commence par un 1, je pense. Mais bref, en gros, il appartient... Il peut être égal à 1, à 2, jusqu'à... je ne sais pas. OK. C'est un entier. Et lui, il sert à faire quoi? Il nous donne les différents niveaux possibles d'état qu'on peut avoir. État, ça veut dire que si on parle de l'énergie, les états qu'on peut avoir, c'est des fonctions qui vont nous donner la probabilité d'avoir telle énergie ou pas. Un état, c'est une fonction d'onde qui nous donneront la probabilité d'avoir telle énergie ou telle énergie ou telle énergie, telle énergie. Et donc, en gros, le N là, il sert à nous fixer les différentes valeurs d'énergie qu'on peut avoir. Car l'énergie là qui est ici,
va dépendre de ce n. Selon les valeurs de n, eh bien, on aura une valeur d'énergie. Et comme tu peux le voir, les n, ils ne sont pas réels, ils sont entiers. Il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5, il y a même moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Mais vu que le n, dans l'expression du E, apparaît au carré, je rappelle, hein, le E, n, c'est quoi? C'est moins 1 sur n carré, Rydberg. Bon, quand j'ai résolu l'équation de, quand j'ai résolu l'équation de Schrödinger, quand j'ai résolu l'équation de Schrödinger à une dimension pour une particule dans une boîte, on va dire, eh bien, le Rydberg, c'est quelque chose, on va dire. On va dire, on avait moins 1 sur n carré, mais on avait d'autres facteurs aussi, mais qui est remplacé par le Rydberg. On a vu l'expression du En, mais voilà, là, c'est juste une expression plus jolie. Et tout ce qui est constante inutile, on les a mis dans le Rydberg pour ne plus s'embêter avec ça. Et je ne sais pas si on peut voir la valeur du Rydberg ici, non. Non. Bon, on est censé l'avoir vu, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est la valeur de l'énergie. Selon la valeur qu'on peut avoir pour le N, eh bien, on aura une valeur pour l'énergie donnée. Et donc, bah voilà. Et où je veux en venir avec ça, c'est que, voilà, c'est que le N, il aide à trouver les niveaux d'énergie, mais aussi, il nous donne la forme qu'a le lieu où se trouvent les particules. La particule, quoi. Non seulement elle est utile pour les valeurs d'énergie possibles, mais aussi elle nous donne la forme du lieu où on peut trouver, non pas la forme, la taille du lieu où on peut trouver la particule. Et pour connaître la forme du lieu, eh bien, on a ce L, et elle me donne la forme du lieu. Bien sûr, le L, quant à lui, il dépend de la valeur de n. Okay, il varie entre 0 et n. Il me semble que c'est n-1. Je ne suis pas sûr. Ouais, il me semble que c'est n-1. Ouais, c'est n-1, il me semble. En gros, il varie de 0 à n-1 ou bien n, on s'en fiche un peu. En gros, le n va fixer les nombres de L possibles. Si par exemple, on va dire que tout ça, je ne sais pas si c'est n-1 ou pas, la vérité. Je suis un peu. Ça va un peu me bloquer. Supposons que c'est n-1. Si n égale à 0, j'obtiens que le L est entre 0 et 0. Donc le L il vaut 0 et la forme de L égale à 0, c'est un sphère. Ok. Et donc voilà, c'est un sphère. Ok. C'est un sphère. C'est bien. Ok. Si n il vaut 1, non, si n il vaut 2, j'obtiens que le L est entre 0 et 1. Donc le L peut valoir 0 ou 1. C'est-à-dire que il peut être. Quand il vaut 0, c'est un sphère, et quand il vaut 1, c'est cette patate-là, il me semble. Ok. Et si le n, il vaut 2, eh bien, je ferai quoi? Bien sûr, cette patate-là, c'est le P, la sphère, c'est le S. SPD, tu vois. SPDF, bref. T'as compris la chanson? Et du coup, bah, si le n, il vaut 3, eh bien, le L sera compris entre 0 et 1, non, et 2 du coup. Donc le L peut valoir 0, 1, 2. Et pour le L, attendez. Du coup, bah voilà, quand le N il vaut 3, on va dire 3 ici, ça veut dire que on a plusieurs possibilités pour la forme du lieu. Soit on aura une forme sphérique, soit on aura une forme patadoïde, ou encore on aura une forme comme ça. Tu vois? Et les trois sont en même temps considérés. Les trois sont en même temps possibles. Ils sont en, ils sont en superposition. On va dire, les trois peuvent être obtenus en même temps. Et c'est qu'en mesurant qu'on aura l'un des formes possibles. Et comme j'ai dit, hein, ces lieux-là sont les lieux où on peut trouver la particule dans l'espace. On va dire que dans l'espace, il y a une patadoïde comme ça. Ok? Et bien, dans la patadoïde, c'est possible que tu trouves ton électron. Imaginons que la patadoïde soit cette beurre de karité. Ok? Eh bien, ça veut dire que l'électron peut se trouver dans la boîte, en fait. Partout dans la boîte, elle peut se trouver. Mais peut-être pas avec les mêmes probabilités, mais elle peut se trouver partout dans la boîte. Seulement dans cette boîte-là.
Ça, c'est par exemple, dans le cas où c'est en sphère, on va dire que le L pour le système qu'on étudie, vous regardez 0 forcément, parce qu'il est comme ça. Mais avant d'étudier ça, on ne savait pas que la forme du lieu. On savait juste que le système subissait une force. Enfin, on savait les forces que subissait le système, et aussi, euh, c'est tout en fait. En fait, au moment où tu connais la force que subit ton système, eh bien, tu exprimes en potentiel. En faisant quoi? En intégrant cette force-là, tu obtiens le potentiel, et puis tu résous cette équation de Schrödinger, ok, et tu obtiens tout ça. Ok. Et une fois que tu as trouvé la force, tu as réussi à exprimer la force correctement, eh bien, tu as tout ça comme cadeau. Bien sûr, pour ça, il faut résoudre l'équation. Pour ça, il faut résoudre l'équation différentielle, tu vois, à 3 dimensions. Mais une fois que tu as trouvé la forme du potentiel, tout ça, c'est connu. Genre, ça on n'a pas connu, mais en mode, ça c'est l'inconnu, c'est vrai. Ça, c'est un opérateur, une constante. Seul ça est inconnu. Ok. Enfin, c'est seul ça et l'inconnu en plus. Il faut du coup trouver ça et du coup tu résous et tu obtiens tout ça comme information. Tu auras comme information la forme du lieu où peut se trouver la particule, la taille du lieu, si ça c'est grand ou petit, si c'est en sphère ou bien en patate, ou bien, tu vois, des géométries bizarres, ou encore si, euh, si l'énergie accessible par l'électron, eh ben, c'est 1, 2, enfin il y a plusieurs, ou bien voilà. Le n encore une fois, et tu as encore plein d'informations, tout ça grâce à cet objet magique ici, qu'on appelle la fonction d'onde. C'est une beauté parce qu'en fait, elle nous donne tout ça, regarde, regarde, elle a tout ça. On a non seulement la distribution de la probabilité de présence de la particule dans la région qu'on considère, mais en plus, on a ici ça qui nous donne quoi? La forme, les différentes formes que peut avoir le lieu. Lui, il nous donne quoi? Il nous donne la distribution de la probabilité de présence de la particule, et il nous donne à la fois le N et le L, mais lui, il nous donne les différentes formes possibles qu'on peut avoir dans. Voilà. Bon, grâce au M et au L, bien sûr. Mais en gros, lui, là, c'est la distribution. Non, lui, ok. Ces deux trucs-là, ils nous donnent deux choses en même temps. Lui, seulement la fonction ici nous donne la distribution de probabilité de la particule, mais de manière radiale, on va dire selon une distance, c'est radial quoi. Et lui, il nous donne ça, mais dans les rotations possibles. Quand on tourne et tout, comment est-ce que la probabilité change? Est-ce qu'elle varie selon là où on tourne? Si on tourne de quoi, tu vois? La rotation du lieu, là, tu vois, bah, est-ce qu'elle change la probabilité? En gros, elle donne la variation que a la probabilité selon les différentes rotations. On va dire que ça, c'est le lieu. Ok. De là à là, bah, la probabilité peut changer, tu vois. Elle peut varier linéairement, quadratiquement, exponentiellement négatif, parce que, oui, ou encore de manière logarithmique. Bref, en tout cas, de là à là, elle peut varier. Mais pas que. Si tu te déplaces ici, elle peut aussi varier, tu vois, selon la direction de cette rotation-là que tu fais. OK? Et si tu te balades comme ça, tu peux aussi, la probabilité peut varier. Elle peut varier dans les deux rotations possibles et dans la direction que tu vas. C'est complexe, mais voilà. Il y a des cas où elle ne varie que radialement, des cas où elle ne varie que selon la rotation. En tout cas, voilà. Ces deux messieurs-là, ils nous donnent tout ça. C'est beau. Tu as tout sur le système. Maintenant, il n'y a plus qu'à calculer et à trouver les probabilités d'avoir ce que tu veux, soit des grandeurs physiques, comme l'énergie, le moment cinétique, le spin ou encore l'impulsion, soit juste la forme du lieu où tu veux trouver la particule. Elle a quoi comme forme? En gros, la forme du lieu où tu peux trouver la particule, autrement dit, elle te donne quoi? L'orbite où circule la particule. C'est vraiment ça. L'orbite, quoi. Au lieu d'être un planétaire, elle sera, je sais pas, sphérique. Bon, tout ça là, enfin, bon, j'aurais pu parler de tout ça en faisant un chapitre 6, ça, mais bon, comme je l'ai dit, j'ai pas eu le temps. Et vous voyez, c'est comme passionnant ce on voit dans le chapitre 6. C'est très passionnant parce qu'on voit tout ça. J'adore, enfin, je sais pas. Tu as tout ça sur l'électron, enfin, sur les particules et tout, et en particulier l'hydrogène. Écoutez, qu'est-ce que je peux dire de plus? Maintenant, on va parler du spin, hein, un truc peut-être moins chouette, je sais pas. Ce que je veux dire, c'est que. Ouais, non, c'est pas ce que je veux dire, mais. Attendez.
Oh, non, j'ai pas fini. Donc, on a vu comment évoluer les valeurs de L et de N. Maintenant, on va voir le M. Lui, pour le coup, le M, il est compris entre le M, il est compris entre moins L et L. OK? Si le L, il vaut 0, le M, il vaut 0. Si le L, il vaut 1, le M peut être égal à moins 1, 0, 1. Si le M... Attends, j'ai déjà fait la chanson. J'ai déjà fait la chanson. J'ai déjà fait la chanson, je pense. Et du coup, voilà. Et voilà. Du coup, voilà. C'est comme ça qu'évolue M. En gros, pour un L donné, tu auras 2L plus 1 valeur de M. OK? Regarde pourquoi. Si L, il vaut 1, non, si L, il vaut 0, bah, comme seule valeur de M que tu as, c'est M sera entre 0 et 0. Donc, il n'y a que 0, une valeur. Tu auras 2 fois 0 plus 1 valeur. Une valeur, tu vois. Si L, il vaut 1, bah, ton M, il sera entre moins 1 et 1. Il peut être égal à 1, moins 1, à 0 et à 1. Bien sûr, c'est des pas d'entier, bien sûr. Des pas d'entier. Tu avances en ajoutant à chaque fois 1. Et donc, vu que L, il vaut 1, j'aurai 2 fois 1 plus 1, valeur de M. 3 valeurs de M. Et tu as compris, fais ça pour des différentes valeurs de L et tu obtiendras le nombre de M que tu peux avoir. Et c'est ce qui a été dit aussi dans cette partie-là, je pense. Voilà, c'est tout en fait. Et, 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 et en fait, pour résumer, enfin, pour revenir au spin, hein, là, par exemple, ce qu'on voit, c'est l'expérience de Zeeman. Il y a l'expérience de Zeeman normale et l'expérience de Zeeman anormale. L'expérience de Zeeman, c'est une expérience où il fait quoi? Il met une particule dans un champ magnétique et il voit ce que la particule donne. Notamment, il prend, je pense, la particule d'hydrogène, hein, je pense. Je ne sais plus. En train, il prend une particule qui est bien connue, dont ses spectres sont bien connus, ses niveaux d'énergie bien connus. En gros, on a déjà des informations sur la particule qui étudie. Et du coup, bah, selon s'il met la particule dans un champ magnétique ou pas, eh bien, on aura 2L plus 1 valeur de M ou pas. Dans le cas où il ne met pas ça dans une particule, genre, non, dans le cas où la particule, il ne la plonge pas dans un champ magnétique, eh bien, il y aura comme valeur une valeur de M qui vaudra 0. Okay, ça, c'est dans le cas où c'est tout normal. Et s'il plonge cette particule dans un champ magnétique, eh bien, il y aura comme valeur 2L plus 1 valeur. Si L, il vaut 1, il aura 3 valeurs. Tu vois, ça dépendra de la valeur de L. Ça, c'est dans le cas où on est en normal. Mais dans le cas où on a le Zeeman anormal, c'est dans le cas où c'est pas, ce qui se passe, on ne comprend pas. C'est dans le cas où, bien, du coup, dans un premier temps, si on met 0, enfin, si on met pas de champ électrique, eh bien, on a toujours une valeur de M. Et elle vaut 0. Elle vaut 0. Et dans le cas où on plonge cette particule dans un champ magnétique, eh bien, on n'aura non seulement pas 2L plus 1 valeur, mais on aura 2J plus 1 niveau. Enfin, 2J plus 1 valeur de M. Les valeurs de M sont vues comme des niveaux, quoi. Et tu vas me dire, mais ça ne change rien. 2L plus 1 et 2J plus 1, bah, JL. Sauf que, attention, le J, c'est un entier. Attendez, je vais effacer ce beau tableau qui était si beau. Bon, j'arrête. Hein. Sûrement, tu ne partages pas le même délire que moi, mais c'est pas grave. Je ne t'en fais pas. Mais du coup, voilà. Du coup, il y a deux cas possibles. Il y a le Zeeman normal, Z good, et le Zeeman anormal, Z pas good. Ok. Dans le cas où, dans le Zeeman normal, ok. Zeeman, c'est un scientifique, hein, mais on dit Zeeman normal pour une expérience qu'il a fait quand tout se passait bien. Et il fait en faisant d'autres expériences, il voit des choses anormales qu'il ne sait pas expliquer. Du coup, dans le domaine normal, quand le B égale à 0, on n'a qu'un niveau d'énergie de M qui est. Non, un niveau de M, une valeur de M. Et le M vaut 0. Et dans le cas où le champ magnétique est différent de 0,
Dans ce cas, on obtient 2L plus 1 valeur de L, ou niveau de L. On aura un niveau ici, 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 selon la valeur de M. Okay, on monte à chaque fois de pas de 1. Okay. Et le M, il indique encore une fois les différents spins qu'on peut avoir, mais ça, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore à cette époque-là. Le M, à cette époque-là, on sait juste que c'est lié à la magnétisation. Et ici, bah, le M vaut 0, car il y a 0 magnétisation. C'est que quand il y a une magnétisation en champ magnétique que le M, il prend des valeurs. Et les valeurs, je ne sais même pas si à l'époque, ils savaient ce que ça voulait dire, les valeurs de M. Mais bon, nous, on a la chance de savoir. Moi, actuellement, je ne sais pas trop. On verra par la suite. Et du coup, bah voilà, dans le Zeeman anormal, quand B égale à 0, quand il n'y a pas de champ magnétique, ça ne change rien. Le M, il vaut 0. On est ici comme niveau. Et quand le B est différent de 0, eh bien, on a cette fois-ci pas 2L plus 1 niveau, on a juste niveau, pas de. On n'aura pas 2L plus 1 niveau, mais on aura 2J plus 1. Et comme je l'ai dit, hein, le M, c'est un entier, il appartient à Z. Par contre, le J, c'est pas un entier, c'est un demi-entier. Et il appartient à, je ne sais pas à quel ensemble appartiennent les demi-entiers. En gros, c'est un nombre impair, mais divisé par 2. En gros, tu auras comme valeur 0, 1 demi, 3 demi, 5 demi, ou encore moins 1 demi, moins 3 demi. En gros, tu avances en nombre impair, mais à chaque fois, tu divises par 2. C'est ça un demi entier. Il me semble, hein, je ne suis pas sûr. À voir. Voilà, de toute façon, ce sera confirmé un peu plus bas, je pense. Pour l'instant, je ne sais pas trop, mais voilà, on va voir ça un peu plus loin. Là, pour l'instant, je ne sais pas trop. On ne dit pas vraiment. Voilà. En tout cas, ça, c'est ce que j'ai compris dans ce que c'est un demi-entier. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, tu auras quoi ici? En gros, ici, tu as 0. Ici, tu auras 1 demi. Ici, tu auras moins 1 demi. Tu auras 3 demi. En gros, tu n'auras pas le même niveau que tu vois, le L. Attends. Bon, je vais dessiner. J'aurais dû faire ça à l'échelle, comme ça, tu vas comprendre. Bon, il est temps de tout effacer, malheureusement. Parce que là, maintenant, on n'est pas dans le chapitre 6, hein, mais dans le chapitre 8, le spin. Pour l'instant, on n'a toujours pas parlé du spin, on ne sait pas ce que c'est, mais voilà. Espérons le trouver avant 15 minutes. Non, d'ici 15 minutes. Donc, comme je l'ai dit, le Zeeman normal. Zeeman normal. On a vu que quand le B est égal à 0, comme niveau d'énergie, enfin, on va dire que ça, c'est l'axe d'énergie. Non, pas d'énergie, excusez-moi, de niveau, de valeur en gros, ça donne les valeurs de M, du nombre quantique M. Quand B vaut 0, eh bien, comme ici c'est 0, hein, comme niveau d'énergie, on a 0. Non, comme valeur de M, on a 0 valeur de M. Non, excusez-moi. On a une valeur de M, mais il vaut 0. Ok. Je récapitule. Excusez-moi. L'axe ici, ce n'est pas le nombre de. L'axe ici, ce n'est pas les valeurs de M. Non, ce n'est pas le nombre de M qu'il y a, mais ce sont les valeurs que M peut prendre. Du coup, je vais mettre ici M. Eh bien, quand le champ magnétique est égal à 0, eh bien, on observe quoi? On observe qu'il n'y a qu'une valeur de M et ça vaut 0. OK? Ça, c'est 1. Ça, c'est 2, 3, 4. Et ça, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. OK? Et donc, si... Voilà, ça c'est quand B est égal à 0. Quand B est différent de 0, ça veut dire qu'on plonge le système dans un champ magnétique. Système, ça peut être une particule, plusieurs particules. On le plonge dans un champ magnétique, donc le B est différent de 0. On observe 2 plus L, valeur de M. Non, 2 plus L, valeur de M. Selon les valeurs de L qu'on a, eh bien, on aura 2 plus L, valeur de M possible. Comme valeur de M qu'on peut avoir, ce sera le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le moins 1, le moins 2, le moins 3, etc. Autant de valeurs qu'il faut pour qu'on ait 2L plus 1. Et comme vous pouvez voir, c'est des pas d'entier. De 0 à 1, de 2 à 3, de moins 1, de moins 2, à chaque fois, on fait plus 1 ou moins 1, selon vers où on va. Ça, c'est quand on a l'expérience de Zeeman normale.
Par contre, quand on a l'expérience de Zeeman anormale, et ça, j'essaie de faire ça juste à côté pour que tu vois un peu ce que, ce que je raconte. B différent de 0. Attendez. Bon, si on sait qu'on a 2L plus 1 valeur, je le mets en bas. Et si on a 1. Maintenant, quand on a Zeeman anormal, encore une fois, je vais effacer ça pour qu'il y ait de la place. Zeeman anormal. OK. Dans le cas où B est égal à 0, eh bien, bon, je remets l'accent. Les valeurs de M. Dans le cas où B est égal à 0, on a toujours une valeur de M qui est 0. Qui est ici, quoi. Ici, c'est 1. Attendez. Non, le 1, il est ici. Ici, c'est 2. 3. Et puis ici, c'est moins 1. Moins 2. Bref. En gros, au lieu d'avoir comme ici, bon, ici, en fait, j'aurais vraiment dû faire tout ça de manière droite. En gros, voilà. Ils ont le même niveau 0. En gros, au lieu d'avoir 1, 2, 3, tout comme on avait dans l'expérience de Zeeman normale, on aura quoi? On aura des demi-entiers. On aura un demi, puis 3 demi, il me semble, attendez. Un demi plus... Ah, ok, non, je me suis trompé. Je me suis trompé, excusez-moi. Mais pas totalement, mais attendez, je me suis trompé. Comme la partie de droite de la figure où J est alors un demi entier, c'est-à-dire un nombre impair divisé par 2. Attendez. M plus L, M moins J. Ok. En tout cas, de ce que je vois dans le graphique, c'est pas les nombres impairs divisés par 2 à chaque fois, mais c'est plutôt, on va aller par part de 1 demi au lieu de par part de 1. C'est ça que je pense qu'il veut le dire par demi entier. En gros, ici, comme première valeur, on aura un J, un J qui vaut 1 demi, puis un J qui vaut... Ah, ok, non, j'ai raison. Non, excusez-moi, j'ai raison. Sauf que fraction et nombre décimal, je ne suis pas habitué. Enfin, si, jusque-là, je n'ai pas réussi à faire le lien. Non, j'ai bien raison. Là, c'est 1 demi, là, c'est 3 demi, là, c'est 5 demi, etc. Moins 1 demi, moins 3 demi, etc. Tu vois? J, c'est vraiment par part de 1 demi qu'on avance. Et du coup, je pense que c'est grand Z divisé par 2. Je pense. Je ne suis pas sûr. Hein. Si je ne donne pas de conneries, le J ici appartient à grand Z, mais divisé par 2. Pour dire que, voilà. Au lieu de compter de 1, 2, 3, on comptera de 1 demi plus, plus, plus 1 demi plus. Enfin, je ne sais plus. En gros, je ne sais plus, je ne suis pas sûr. Mais je ne suis pas sûr de la notation, mais voilà. Le J, c'est un demi entier et il vaut un demi. À chaque fois, tu ajoutes un demi pour avancer. Et lui, il t'ajoute un pour avancer. Ça, c'est ce que Zeeman a observé quand il a voulu mesurer le M. Vous allez me dire comment il a fait pour mesurer le M? Je ne sais pas. Et ce n'est pas dit dans le cours. Je ne sais pas. Mais d'une quelconque manière, il a réussi à mesurer le M. Et quand tout est normal, eh bien, il observait 2L plus 1, valeur de M. Par contre, quand ça ne va plus, eh bien, il observait 2J plus 1, mais sauf que ce n'est pas des valeurs, tu vois, entiers, quoi. C'est les valeurs de demi-entiers qu'il obtenait comme résultat, comme valeur de M. Et voilà. Et voilà ce que le premier parti parle, c'est l'expérience de Zeeman. Maintenant, on va rentrer dans l'expérience de Stern et Gerlach. Ça, c'est une expérience vraiment importante à comprendre. C'est vraiment là où on va découvrir cette notion de spin, il me semble. Oui. C'est là où on va découvrir et définir le spin. Puis, on verra les propriétés générales d'un moment cinétique. OK. Puis, les compositions de deux moments cinétiques. OK. Moment cinétique total. OK. On va s'amuser. Structure fine de l'atome à hydrogène. On va moins s'amuser. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça fait peur.
Mais c'est passionnant, frère. Mais une fois que tu as compris, c'est passionnant. La structure hyper fine en gros, structure fine et structure hyper fine. Ok, on va s'amuser. Et c'est fini. Non, non. Ouais, c'est fini, je pense. Mais c'est fini. Après, c'est fini. Après, c'est fini. Ok. Ah, mais carrément, il y a même une démonstration pour le moment magnétique. Ok, il y a une démonstration pour le moment magnétique. Au début, je t'ai donné la formule comme ça, mais il y a une définition, enfin, il y a une démonstration pour ça. Bref. Wow. Ça a l'air court, hein, mais croyez-moi, il faut trouver le temps de lire et de tourner la vidéo. Sûrement, je vais le lire, ok, et je tourne la vidéo une fois fini, parce que faire les deux en même temps, mais il faut trouver le temps pour faire ça. Là, j'ai resté que à faire un chapitre, c'est le fait de Zeman. Et pour résumer, c'est quoi, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans dans ce premier chapitre, enfin, dans ce premier partie du chapitre 8 sur le spin de l'effet de Zeman. Ça, c'est l'expérience qui nous a forcé à chercher quelque chose en gros, c'est l'expérience qui a fait qu'on a pu trouver ce qu'on appelle le spin. En gros, ici, non. En gros, le Zeeman, il a fait une expérience qui pouvait déterminer le moment magnétique. Non, qui lui permettait de trouver les valeurs de M, le nombre quantique magnétique. Ok. Dans le cas où tout va bien, selon la théorie, on devait avoir 2L plus 1 valeur, et lui, il obtenait réellement 2L plus 1 valeur, comme M, de manière expérimentale. Quand, bien sûr, le B est différent de 0, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis ici, quand le B est différent de 0, et quand il vaut 0, le B, en gros, quand on ne met pas la particule dans, ou bien, oui, la particule ou le système dans un champ magnétique, eh bien, il obtenait comme valeur de M0. Parce qu'il n'y a pas, en fait, je pense que les valeurs de M apparaissent que quand il y a un champ magnétique. C'est pour ça que c'est ce qu'on peut voir ici, en tout cas. Et le Zeeman anormal, c'est dans les cas, c'est dans le cas particulier ou bien cas moitié-moitié, je sais pas. En tout cas, il y a des cas où il n'a plus ces trucs-là. Tu vois, des fois, tout va bien. Il a ça, il dit que, ok, la théorie dit vrai. On a vraiment ça expérimentalement. Et des fois, c'est bizarre, il obtient un truc similaire, mais sauf que c'est pas de 1, on avance de 1,5 à chaque fois. À chaque fois, on avance de. Au lieu d'aller à 1, on a 1,5, et puis à chaque fois, on fait plus 1 à 1,5. Tu vois, 1,5, on fait plus 1. Et puis, en fait, on avance de pas différent que ça. Et voilà, ça, c'est un Zeeman anormal parce que, bizarrement, ici, tout allait bien. Et des fois, t'as ça, quoi. Tu sais, des fois, tu fais une expérience, tout va bien le premier jour. Et le lendemain, tu refais le même test que tu as fait hier. Et là, toi, tout foire. Tu sais pas, tu dis pourquoi c'est comme ça et tout. Bref, lui, il a eu la même chose. Et voilà. Et ça, il ne comprenait pas, mais vous allez voir que grâce à l'expérience de Stern et Gerlach et ce qu'on va voir sur ce spin, eh bien, tout ça sera justifié. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi des fois c'est comme ça et des fois c'est comme ça? Ce sera dû au spin. On va ça. D'abord, on verra c'est quoi l'expérience de Stern et Gerlach. Dedans, on va voir quoi les propriétés du spin et tout, ce que Pauli a proposé comme modèle et tout. Et puis, on verra un peu tout ce qui est structure fine et hyper fine de l'hydrogène un peu plus tard. Et aussi la généralisation du moment. Il y a le moment cinétique, orbital, le moment de spin, le moment de je sais pas quoi. Il y a plein de trucs sur le moment. Le moment, c'est dû à la rotation. Tout ce qui est dû à la rotation, on appelle ça moment. Ça peut être un moment de force, c'est la rotation que provoque une force. Moment cinétique orbital, c'est la quantité de mouvement se trouvant, enfin, c'est la quantité de mouvement pour une particule qui circule dans une orbite, que ce soit une planète ou un électron qui circule autour de l'orbite, sur l'orbite. Et ce moment orbital, en fait, c'est juste la quantité de mouvement fait de tourner. Tu vois, quand tu tournes, tu es en mouvement. Eh bien, elle décrit ta quantité de mouvement, quoi. Tu as un moment de force qui décrit la rotation faite par une force, et tu as le moment cinétique qui, lui, te décrit la dynamique de cette rotation. Là, tu vois qu'une force fait une rotation, mais il faut quand même étudier la dynamique de cette rotation, et elle est faite par le moment cinétique. C'est un axe autour duquel tourne la particule, quoi. Et cet axe-là te donne la direction de rotation et la norme aussi de cette quantité de mouvement. Et tu as le moment cinétique, tu as le moment de spin, qui lui, on verra plus tard, c'est quoi. Mais tout ce qui est moment, c'est dû à la rotation. Là, je vais le manger et
On se trouve à très bientôt.